Pendant des années, Jenica Patrick a été un symbole de possibilité, la femme la plus reconnaissable à s'être jamais attachée à une voiture de course et à avoir affronté un monde qui n'avait jamais été conçu pour elle. Elle a franchi des barrières remplies des tribunes et porté des attentes bien plus lourdes que n'importe quel casque qu'elle portait. Mais, à l'arrivée de 2017, quelque chose à l'intérieur de cette image autrefois incassable s'est fissuré. Ses résultats ont reculé. La confiance a fait place au doute. Des équipes qui s'étaient battues pour l'avoir se sont soudainement détournées d'elle. Et lors de ces 2 dernières courses, des accidents et des pannes de moteur ont claqué la porte de tout ce qu'elle avait mis des décennies à construire. Certains l'ont qualifiée de pionnière qui a enduré plus de pression que n'importe qui pourrait survivre. D'autres l'ont rejetée comme un produit du marketing, affirmant que le battage médiatique avait toujours dépassé les résultats. La vérité se trouvait quelque part entre les 2 enfouis, sous 312 départs en Cup Series, un examen minutieux sans fin et des années de tension émotionnelle que personne ne voulait reconnaître. Pour comprendre comment tout cela s'est dénoué, vous devez regarder bien au-delà des statistiques finales et dans la vie qu'il a façonnée bien avant que les projecteurs ne se braquent. Danica Patrick est née le mars 25, 1982, à Bellwatt dans le Wisconsin, dans un monde où le bruit des moteurs n'était jamais loin. Bien avant qu'elle ne rêve de participer à des courses professionnelles, ses parents y étaient déjà plongés. Son père, T.J. Patrick Jr., faisait des courses de midget et de motocross, tandis que sa mère Beverly Ann travaillait comme mécanicienne et participait elle-même à des courses de motoneige. La course n'était pas un passe-temps du week-end chez les Patrick. Elle faisait partie de la vie quotidienne. Le garage n'était pas seulement un endroit où garer les voitures. C'était une salle de classe, un atelier et une seconde maison où les outils racontaient des histoires et où les mains tachées de graisse étaient synonymes de fierté et non de désordre. L'argent n'a jamais été abondant. Plus tard, ses parents ont tenu un café et une entreprise de verrerie pour maintenir la famille à flot, mais la course automobile est restée le battement de cœur de tout ce qu'ils faisaient. Ce rythme a façonné Danica dès qu'elle a su marcher. Elle a grandi juste de l'autre côté de la frontière, à Roscoe, dans l'Illinois, avec un héritage mixte de racines norvégiennes, irlandaises, canadiennes, françaises, italiennes et amérindiennes. Ce mélange de cultures combiné à une famille très unie lui a donné un sens de l'identité qui s'étendait au-delà d'un seul endroit. Sa jeune sœur Brooke partageait sa passion pour la compétition, et ensemble, elles ont transformé leur jardin en une piste de motoneige improvisée. Ce n'était pas organisé, ce n'était pas poli. C'était brut, bruyant et amusant. Leurs parents se sont joints à eux, courant à leur côté, riant, les poussant, les défiant. Ces moments n'étaient pas seulement des jeux, c'étaient des leçons. Danica a appris comment les machines réagissaient, comment la traction se sentait sous elle, comment l'instinct comptait autant que l'instruction. La maison bourdonnait constamment de discussions sur les moteurs, les réglages et les courses du week-end. Et cette atmosphère a aiguisé sa curiosité bien avant qu'elle ne s'en aperçoive. Lorsque Danica a eu 10 ans, ses parents ont construit son premier karting à l'aide d'un simple moteur de tondeuse à gazon. Il n'était ni élégant ni cher, mais c'était le sien, et il était suffisamment rapide pour débloquer quelque chose de plus profond. À la mi-1990, elle participait au championnat national de la World Karting Association, remportant 3 fois sa catégorie. Elle n'a pas gagné parce qu'elle avait le meilleur équipement. Elle a gagné parce qu'elle a refusé d'arrêter de s'entraîner même les jours froids où ses mains lui faisaient mal et où le volant ressemblait à de la glace sous ses gants. Chaque tour a renforcé la conviction qu'elle avait sa place derrière le volant. Au début de son adolescence, il était déjà clair que la conduite n'était pas seulement un intérêt. C'était l'endroit où elle se sentait le plus vivante. Cette prise de conscience l'a forcée à faire un choix impossible. En 1998, à seulement 16 ans, elle a quitté le lycée pendant sa première année, a obtenu son GED et a déménagé seule à Milton Keynes, en Angleterre, à la poursuite d'un avenir qui l'effrayait autant qu'il l'excitait. Jackie Stewart l'a aidée à ouvrir des portes, la plaçant dans des pièces remplies d'architectes de la course de Formule. Elle a croisé le chemin de futures stars de la Formule, un comme Jenson Button, absorbant des connaissances simplement en étant présente. L'Angleterre l'a mise à l'épreuve, comme jamais le Wisconsin ne l'avait fait. De nouvelles pistes, des coutumes inconnues, une compétition acharnée et une profonde solitude se sont rencontrées en même temps.
Elle a dû s'adapter rapidement ou disparaître. Et juste au moment où elle commençait à trouver ses marques des rumeurs, on fait surface sur son mode de vie extravagant. Qu'elles soient vraies ou non, elles ont coûté du jour au lendemain le soutien de son sponsor. Elle était logée dans un appartement soutenu par Ford et soudain, le filet de sécurité a disparu. Pendant une année entière, son père a payé lui-même ses dépenses de course, mettant à rude épreuve une famille de la classe ouvrière. Cette période a failli les briser, mais elle a aussi révélé jusqu'où ils étaient prêts à aller ensemble. L'argent va et vient, mais sa détermination ne fait que s'endurcir. Elle apprend très tôt à quel point une carrière de pilote peut être fragile lorsque les fonds s'évaporent. Son chapitre européen commence officiellement avec les 1998 Formula Vauxhall Winter Series. À 16 ans, elle entre dans des paddocks dominés par des hommes possédant de meilleures voitures, des budgets plus importants et des relations plus profondes. En 1999, elle termine 9e au classement général du championnat britannique de Formula Vauxhall, marquant 31 points contre des pilotes bien plus expérimentés. Chaque course fait naître en elle une certaine résilience. En 2000, elle rejoint Andy Welch Racing dans le championnat britannique de Formule Ford, terminant 3e au classement après 14 courses. Au prestigieux Formula Ford Festival de Brands Hatch, elle se classe 2e, le meilleur résultat d'une Américaine depuis 1972. Son nom commence à circuler dans les garages et parmi les directeurs d'équipe qui se rendent compte qu'elle a quelque chose de rare. Un talent qui ne dépend pas de circonstances parfaites. La saison 2000 l'humilie. Un équipement médiocre et un soutien inconstant la font chuter à la 25e place du classement. La frustration monte et elle prend une autre décision audacieuse. Avec le soutien de son père, elle retourne aux États-Unis. En 2002, elle rejoint l'équipe Rahal dans la Barber Dodge Pro Series, terminant à la 30e place en 5 épreuves. Ce changement s'avère décisif. L'Amérique offre des équipes plus fortes et des voies plus claires. En 2003, elle courait dans la classe GTS de l'American Le Mans Series et participait au championnat Toyota Atlantique, terminant 6e au classement général. À seulement 21, elle a démontré sa capacité à passer d'une machine à l'autre sans perdre son élan. Cette adaptabilité est devenue sa carte de visite. En 2004, elle s'est hissée à la 3e place du championnat Toyota Atlantique avec le Rahal Letterman Racing, ce qui lui a valu une place tant attendue en IndyCar. Puis vint 2005, une saison qui lui apporta à la fois la peur et la gloire. Elle courut 17 épreuves, termina 12e au classement général et fit les gros titres en se qualifiant pour les 500 d'Indianapolis en tant que première femme de l'ère moderne. Mais, après une course au Japon des gaz d'échappement toxiques, l'envoyèrent à l'hôpital avec de graves problèmes respiratoires, l'obligeant à manquer l'épreuve suivante. L'incident mit à nu le glamour de la course et révéla les dangers invisibles qui se cachaient sous le spectacle. Et pourtant, elle continue à aller de l'avant. Aux 500 d'Indianapolis cette année-là, elle mène pendant 19 tours, choquant le monde de la course et consolidant sa place dans l'histoire. Pourtant, même dans ce triomphe, les graines de la pression future ont été plantées. À partir de ce moment, elle n'est plus seulement une pilote. Elle est une attente, un symbole, une norme à laquelle elle sera mesurée pour le reste de sa carrière. Des années plus tard, alors que les résultats s'estompaient et que les projecteurs se faisaient de plus en plus durs, ce poids est devenu insupportable. En 2017, lorsque les accidents sont arrivés et que les moteurs ont lâché l'effondrement, n'a pas été soudain. C'était le dernier chapitre d'un long et épuisant voyage. Danica Patrick ne s'est pas retirée parce qu'elle manquait de talent ou de courage. Elle s'est retirée parce que porter l'histoire, les critiques et la pression incessante pendant si longtemps laisse des cicatrices qu'aucun trophée ne peut guérir. Sa 4e place est la meilleure jamais obtenue par une femme, et elle remporte le titre de recrue de l'année. Ce qui a rendu cette course inoubliable, c'est que dès le premier tour, elle a failli chuter après un tête-à-queue qui aurait pu mettre fin à sa course. Elle s'est battue dans le chaos, a repris le contrôle de la course et est revenue vers la tête. Sa vitesse de qualification a atteint 227 004 miles par heure et les fans du monde entier ont senti un changement dans le sport automobile. Parce que les gens ont vu qu'elle ne faisait pas qu'entrer dans l'histoire, elle était en compétition pour la victoire. En 2006, elle a participé à 13 courses IndyCar
et a terminé 9e avec 302 points. Cette année-là, elle a également participé au Rolex Hour at Daytona, au volant d'un prototype Daytona, avec Rusty Wallace, Alan McNish et Jan Lammers. Ils étaient en lice jusqu'à ce que des problèmes mécaniques les obligent à abandonner, mais elle a montré une fois de plus à quel point elle était polyvalente. Même avec des revers, elle a continué à prouver qu'elle pouvait relever n'importe quel défi de course et y faire face. Sa saison 2007 avec Andretti Green Racing lui a permis de franchir un nouveau palier. Elle a participé à 17 courses, a terminé 7 avec 424 points et est passée tout près de sa première victoire. Au Grand Prix Indy de Détroit, elle a mené 9 tours et terminé 2e, devenant ainsi la première femme à réaliser cet exploit en IndyCar. La course était pleine de chutes et de tensions, mais elle est restée stable et a utilisé chaque opportunité avec sagesse. C'était un moment dont les gens se souvenaient parce qu'il montrait la pression qu'elle pouvait supporter sans se briser. Et puis 2008 a délivré le moment qui a défini sa carrière. Le 20 avril, lors de l'Indy Japan 300, elle a gagné. Elle a mené les 25 derniers tours sur le Twin Ring Motegi et a tenu tête à Helio Castroneves et Scott Dixon. Sa stratégie était brillante car elle a économisé du carburant plus tôt dans la course et a fait son mouvement quand c'était important. Lorsqu'elle a franchi la ligne d'arrivée, les larmes ont coulé instantanément car elle savait ce que cela signifiait. C'était la première et unique victoire d'une femme en IndyCar. Et à ce jour, elle reste unique. Sa victoire a fait des vagues dans le monde de la course et a fait d'elle un symbole de ce que la détermination peut créer. L'ascension de Danica Patrick dans les 2008 a commencé par une sorte de concentration qui l'a portée dans chaque virage de chaque piste. Cette saison-là, elle a terminé 6e au classement général, avec 379 points sur 17 courses. Et quelque chose dans sa façon de conduire a incité les gens à la regarder d'un peu plus près. Le 20 avril 2008, à l'Indy Japan 300, tout a basculé. Elle a pris la tête dans les 3 derniers tours après que d'autres pilotes soient passés au stand pour faire le plein. Et dans ces derniers instants, elle est devenue la première et la seule femme à remporter une course de la série IndyCar. Et même lorsque les critiques ont tenté de l'atténuer, en disant que son poids plus léger lui donnait un avantage, le président de l'Indy Racing League a déclaré que l'impact était minime. Le bruit n'avait pas d'importance de toute façon parce que sa saison parlait d'elle-même. 5 places dans les 5 premiers de bons résultats à Homestead et à Saint-Pétersbourg et le sentiment d'être entrée dans un monde qu'aucune femme n'avait jamais atteint auparavant. L'année suivante, à l'Iowa Speedway, quelque chose de différent s'est produit. Elle a terminé 3e de l'Iowa Corn Indy, 250, Et au lieu de célébrer ce moment, le garage s'est rempli de chuchotements. Ses coéquipiers ont dit qu'Andretti Green Racing la favorisait. Ils ont dit qu'elle bénéficiait de meilleurs réglages et d'un soutien supplémentaire parce qu'elle était le visage que les sponsors aimaient. La tension est apparue sur les radios de l'équipe et dans les interviews. Après une saison où elle a terminé 5e au classement général avec 393 points, elle n'a pas pu échapper à l'idée que son succès était dû à un favoritisme plutôt qu'à son talent. L'Iowa et le Kentucky lui ont permis d'obtenir ses meilleurs résultats, tous deux des 3e places, mais les discussions autour d'elle n'ont jamais ralenti. La question n'était pas de savoir si elle était rapide, mais si on lui permettait de l'être pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec la course. Puis sa Rolex 2009 24 heures Daytona est arrivée avec un poids différent. Elle a rejoint le prototype Daytona numéro 2 de Childress Howard Motorsports. L'excitation suscitée par son arrivée a rendu la déception encore plus grande lorsque la voiture est tombée en panne à plusieurs reprises. Après seulement 43 tours, ils ont été éliminés, marqués DNF, et se sont classés 46e. C'était douloureux parce qu'elle avait terminé 8e en 2007, et qu'elle sortait maintenant d'une voiture qui n'avait aucune chance. Les courses d'endurance ne pardonnent pas, et ce jour-là lui a rappelé à quel point tout peut s'écrouler rapidement. Sa saison en 2010 IndyCar a montré qu'elle avait encore de la vitesse dans le ventre. Elle a terminé 10e au classement général avec 367 points, mais le Texas et Homestead ont révélé une histoire plus claire. Au Texas, elle s'est battue pour progresser et a terminé 2e derrière Scott Dixon après avoir mené 22 tours. À Homestead, elle a de nouveau terminé 2e derrière Ryan Briscoe. Ces 2 courses sont devenues partie intégrante de sa carrière avec un total de 7 places dans les 3 premiers.
Elle n'a pas gagné dans 2010, mais ses résultats réguliers ont montré qu'elle pouvait encore se placer aux avant-postes. Pourtant, quelque chose semblait différent, car son attention se tournait déjà vers la NASCAR, et les gens le voyaient. Elle termine 10e au classement général avec 314 points en 16 courses, mais la dernière course de la saison à Las Vegas change le ton. Un accident massif impliquant 15 voitures a mis fin prématurément à l'épreuve, et Dan Wheldon a perdu la vie. Elle courait en milieu de peloton lorsque l'accident s'est produit et tout ce qui s'est passé par la suite lui est resté en travers de la gorge. Elle a parlé plus tard de la force avec laquelle elle a été touchée par cet accident. La même année, elle fait son entrée dans la série Nationwide de NASCAR, terminant 26e au Kansas lors de sa première course. Ses détracteurs l'avertissent que la transition va l'écraser. Ils affirment que les stock cars exigent des instincts qu'elle n'a pas encore. Sa saison 2011 est devenue un tournant partagé entre le chagrin et les premiers pas dans un nouveau monde qu'elle ne comprenait pas entièrement. La pression derrière son déménagement a augmenté au fur et à mesure que sa séparation d'Andretti Green Racing prenait forme. Les conflits contractuels, la frustration et son attrait pour la NASCAR l'ont poussée à prendre une décision dont elle savait qu'elle dérangerait les gens. Les propriétaires d'équipes et les analystes ont dit qu'elle serait confrontée à une montagne qu'elle ne pourrait pas escalader. Certains ont dit qu'elle ne rattraperait jamais les pilotes élevés dans la culture des stock cars. Pourtant, elle a signé quand même. C'était audacieux, c'était risqué, et cela montrait qu'elle n'avait pas peur de s'éloigner d'un endroit qu'il avait autrefois défini. Son histoire en NASCAR a commencé plus tôt que ceux dont beaucoup se souviennent. En 2010, elle est entrée dans la série Nationwide avec JR Motorsports, participant à 13 événements au volant de la numéro. Ses débuts à Daytona le 13 février se sont soldés par un accident au 15e tour. Elle a terminé 35e et a obtenu 58 points. Son meilleur résultat cette saison-là est 19e à Homestead. Elle termine 43e dans les points avec 1032 au total et se retrouve à chuter lors de 4 de ses 5 premiers départs. Elle ne termine que 3 courses dans le tour de tête. Elle s'est également essayée à l'Arcia et à l'ACA, et N-East, terminant 85e et 45e. La courbe d'apprentissage semblait raide, parce qu'elle était raide, et chaque erreur faisait les gros titres à cause de qui elle était. Malgré tout, sa présence dominait les médias, et sa voiture GoDaddy vert vif est devenue l'une des voitures les plus photographiées de la NASCAR. En 2011, elle a participé à 12 courses nationales et a terminé 26e dans les points avec 3 des 20 et 1, Son meilleur résultat a été 14e à Daytona et 12e à Phoenix. Ce qui a le plus choqué les gens, c'est qu'elle a fait tout cela tout en suivant un programme complet d'IndyCar de 17 courses. Aucun débutant n'a fait cela. Le travail a été brutal, et cela s'est vu dans ses résultats. Elle s'est classée en moyenne à la 28e place en NASCAR. Elle a même manqué des courses clés à Darlington Pocono et Dover en raison de conflits d'horaires. Mais à Las Vegas, elle a terminé 4e et a battu le record de Sarah Christian, vieux de 62 ans, de la meilleure arrivée d'une femme dans une épreuve nationale de NASCAR. Ce moment l'a portée dans le bruit et a prouvé qu'elle pouvait repousser des limites que la plupart des pilotes n'ont jamais eu à affronter. En 2012, elle a effectué sa saison nationale complète prenant 33 départs et terminant 10e au classement final avec 838 points. Il s'agit du meilleur résultat obtenu par une femme dans la série. Elle a obtenu 2 top 10 8e au Texas et 9e à Bristol, et a même décroché une pole position. Mais l'année a été marquée par des accidents, dont les 2 courses de Daytona et un coup de Jacques Villeneuve à Kansas. Les critiques ont dit qu'elle était une embauche marketing et rien de plus, mais son classement dans les points a dit le contraire. Même elle a admis que la saison l'avait frustrée, mais elle a dit qu'elle avait accéléré son apprentissage et l'avait préparée pour la série de la Coupe. Ses débuts en Cup Series ont également eu lieu en 2012, Elle a participé à 10 courses pour Stuart Haas Racing au volant de la Chevrolet numéro 10. Elle a terminé 62e dans les points avec une moyenne d'environ 30. Sa meilleure course a été la 10e à Talladega, où elle est devenue la première femme à mener des tours dans une course de coupe. Les critiques continuent de dire qu'elle a été surestimée, mais ses débuts l'ont préparée pour sa saison de coupe à plein temps en 2013, En 2015, elle avait dépassé le record de Janet Guthrie pour le plus grand nombre d'arrivées dans les 10 premières places par une femme en NASCAR, avec un total de 20 et 1, Certains ont affirmé qu'elle n'avait des opportunités que grâce aux sponsors, d'autres l'ont traitée de diva. Elle a expliqué ouvertement que les critiques la suivaient partout
et que ses réalisations étaient souvent ignorées parce que son image attirait plus l'attention que ses résultats. Malgré cela, elle a continué à conduire et à ouvrir une porte qui avait été fermée pendant des générations. Un jour de février 2013, tout est passé à un autre niveau. Le 17 février, elle est devenue la première femme à remporter la pole position pour la course de Daytona 500, Son tour de qualification a atteint 196 434 milles par heure et n'a pris que 45,8 secondes autour de la piste de 2,5 milles. Plus de 10 millions de personnes ont regardé parce qu'elles savaient qu'elles assistaient à un événement historique. Elle a mené le premier tour et a terminé 8e, le meilleur résultat de Daytona 500 pour une femme. Sa vitesse de départ reste la plus rapide des 30 dernières années pour une seule voiture à Daytona 500. Puis vint à la dégâts dans 2016, une course qui a montré à quel point ce sport est dangereux. À 8 tours de la fin, elle a été percutée par Michael McDowell, a fait un tête-à-queue et a percuté le mur à pleine vitesse. La voiture a pris feu à l'intérieur de l'habitacle. Elle a dit avoir senti son souffle quitter son corps et pensé que ses cheveux brûlaient. Sa poitrine, son bras et son pied étaient gravement meurtris. Elle a dû passer des radiographies, mais aucune blessure majeure n'a été constatée. Elle a déclaré qu'il s'agissait du pire accident de sa carrière, ce qui a rappelé à tout le monde à quel point elle n'avait peur de rien. Plus tard, elle a parlé du coup mental de sa carrière. Elle a dit que la pression et l'examen minutieux lui donnaient l'impression d'avoir 20 ans de retard sur les pilotes qui avaient grandi dans les stock cars. Elle a dit que le programme de 36 Race Cup l'épuisait. Elle n'a eu que 2 ou 3 week-ends de repos pendant 9 longs mois. Elle a comparé cela au rythme plus lent de l'IndyCar et a dit que la NASCAR avait tout absorbé. Avec le temps, la négativité et le poids des attentes constantes l'ont épuisée. Dans 2018, elle s'est retirée parce que la joie avait disparu. Elle a dit que la course est la plupart du temps misérable et que son bonheur lui avait échappé à un moment donné. Son honnêteté a révélé les aspects de la course dont les gens parlent rarement, ceux qui se cachent derrière les trophées et le bruit. L'histoire de Danica Patrick après 2015 s'est déroulée selon une lente courbe descendante qui donnait l'impression de voir une lumière brillante s'éteindre peu à peu. Ses performances en NASCAR Cup Series ont diminué au fil des saisons et après 2016, elle a terminé 24e avec 689 points. Un an plus tard, elle est tombée à 28 points, avec seulement 501 points en 36 courses. Chaque semaine lui semble plus lourde. Sa moyenne d'arrivée tourne autour de 23, et elle ne réussit qu'un seul top 10 tout en subissant 11 DNF. Les résultats la poussent toujours vers la queue du peloton et suscitent des discussions discrètes au sein du garage. Vers la fin des années 2017, ces murmures se sont amplifiés. Les gens disaient que la séparation avec Stuart Haas Racing était imminente, et même si elle avait déjà marqué l'histoire de l'IndyCar, elle ne pouvait pas suivre le rythme ici. Course après course, la frustration a continué à croître jusqu'à ce que la rupture de l'équipe apparaisse comme la seule fin restante. Elle voulait une dernière chance à Daytona 500, peut-être un moment de magie pour clore le chapitre. Au lieu de cela, au tour 100, sa voiture a été prise dans un accident de plusieurs voitures déclenché par Chase Elliott. Elle a terminé 35e et est sortie de l'épave en sachant que le moment qu'elle avait imaginé s'était envolé. L'accident a également touché Kevin Harvick et Kasey Kahne. Quelques mois plus tard, elle a essayé de trouver une solution dans les 500 de l'Indy avec Ed Carpenter Racing. Elle conduisait la voiture numéro 13 et espérait quitter le sport de son propre chef. Mais une panne de moteur l'a obligée à abandonner prématurément et elle a terminé 33e. 2 courses finales, 2 fins dures. Elle a montré comment la course peut se retourner contre n'importe qui, même contre ceux qui ont changé son histoire. Mais son chemin avait été plein de dangers bien avant cela. Au Japon, lors de sa première saison en IndyCar, 2005, tout a failli s'effondrer avant même de commencer. Exposée au gaz d'échappement dans sa voiture, elle a soudain eu l'impression après la course que son corps ne lui appartenait plus. Elle n'arrivait plus à respirer correctement. Sa poitrine était oppressée. Elle a été transportée d'urgence au centre médical puis à l'hôpital. Les médecins ont déclaré qu'elle présentait les symptômes d'une intoxication au monoxyde de carbone. Elle s'est réveillée secouée et confuse et n'a cessé de penser qu'elle avait failli tout perdre. Ce moment l'a suivie pendant des années et est resté à l'arrière-plan de chaque victoire qu'elle a poursuivie. Lorsque son chapitre NASCAR a touché à sa fin, elle a essayé de rester stable.
Son dernier départ en coupe a eu lieu dans 2018 avec Premium Motorsport dans la voiture numéro 7. La voiture a connu des difficultés dès le départ et elle a terminé 43e. Les gens ont utilisé ce moment pour relancer le vieil argument selon lequel elle était surestimée, même après 312 départs en coupe. Certains y ont vu un pionnier, d'autres un pilote incapable de convertir la gloire en victoire. Et elle s'est tenue au milieu de ce bruit embrassant, une carrière qui a franchi des barrières tout en laissant des questions derrière elle. À 36, elle avait atteint un point où son esprit et son corps se sentaient épuisés. Des années de crash, de pression et d'attente constante s'étaient installées en elle. Elle a admis qu'elle était ébranlée et prête à s'éloigner. La retraite est arrivée dans 2018, et elle s'est reconvertie dans les médias. Certains ont salué son honnêteté, d'autres se sont demandé si elle n'était pas partie trop tôt. Mais elle connaissait le poids qu'elle portait et a choisi la paix. Sa vie personnelle a connu autant de turbulences. Elle a épousé Paul Ospental en 2005, 7 ans après l'avoir rencontré, alors qu'elle avait 21 ans et qu'elle se remettait d'une blessure de course. Le mariage s'est accompagné d'un contrat prénuptial et d'une promesse de clarté. Puis en novembre 2012, un jour après avoir été nommée pilote la plus populaire de la série nationale, elle a annoncé leur divorce. Elle l'a qualifié d'irrémédiablement brisé. Le dossier indique qu'il n'y a pas eu de violence et qu'il n'y a pas eu d'enfant. L'accord a été finalisé en avril 2013. Elle n'a pas donné de détails sur sa vie privée. Elle a simplement laissé le choc s'installer autour d'elle et a continué à avancer. Peu après, elle a commencé à sortir avec Ricky Stenhouse Jr. Leur relation a commencé en 2012 et a été confirmée publiquement en mars 2013. Ils ont couru ensemble. Ils se sont affrontés. Ils ont partagé 5 années qui ont mêlé sourire public et incertitude privée. Le jour du poisson d'avril 2017, ils ont prétendu en plaisantant qu'ils étaient fiancés. Mais sous la plaisanterie, elle a admis plus tard qu'elle était prête pour quelque chose de sérieux, alors que lui ne l'était pas. En décembre 2017, la rupture est devenue officielle. Les rumeurs avaient déjà commencé 1 mois plus tôt, lorsque Stenhouse est apparu seul lors de la remise des prix de la NASCAR Cup Series. Malgré tout, les deux ont su rester respectueux. Leur histoire s'est terminée en même temps que sa carrière de pilote de course. Puis est venue sa relation avec Aaron Rodgers. Elle a duré de 2018 à 2020 et semblait paisible de l'extérieur jusqu'à ce qu'elle révèle dans 2025 que la relation avait été émotionnellement abusive. Elle a déclaré que c'était la période la plus douloureuse de sa vie. Elle a décrit qu'elle se sentait épuisée, qu'elle perdait sa confiance et qu'elle glissait dans un espace où elle ne se reconnaissait pas. La rupture a été brutale, elle l'a écrasée. La thérapie l'a aidé à se reconstruire petit à petit. Rodgers n'a jamais répondu à ces allégations, mais les révélations ont choqué tout le monde et ont montré comment une douleur cachée peut être présente même dans les relations les plus célèbres. Dans 2025, elle semblait plus légère. Elle a posté des photos de vacances de Burning Man sur Instagram. Rien de direct, rien de confirmé, juste des sourires qui laissaient entendre que quelqu'un de nouveau était dans sa vie. Les fans ont commencé à deviner et elle n'a ni nié ni confirmé quoi que ce soit. Son énergie était différente et il semblait qu'elle entrait dans un nouvel espace après des années de turbulences émotionnelles. Son parcours de santé en a rajouté une couche. Elle s'est fait poser des implants mammaires en 2014, en espérant qu'ils lui redonneraient confiance après la course. Au lieu de cela, en 2018, son corps a commencé à agir d'une manière qu'elle ne pouvait pas expliquer. Elle a pris 25 kilos, ses cheveux se sont éclaircis et elle se sentait constamment épuisée. Ses cycles deviennent irréguliers. Elle consulte spécialiste après spécialiste et apprend qu'elle souffre d'une intoxication aux métaux lourds et de problèmes thyroïdiens, mais aucun médecin ne peut tout expliquer. Elle a pris jusqu'à 30 pilules par jour. Elle a essayé de soigner ses intestins. Elle a tout essayé, mais rien n'a fonctionné. Pendant 4 ans, sa santé n'a cessé de se dégrader. Puis en 2022, après d'autres examens, on lui a diagnostiqué une maladie liée aux implants mammaires. Son corps s'était battu contre les implants depuis le début. L'inflammation s'est propagée à tout le corps. Elle ne souffrait pas d'une seule maladie, mais de nombreux symptômes dus à une seule cause. Elle a décidé de les enlever en mars 2022. La différence s'est faite rapidement en quelques heures, son visage était plus sain. Sa respiration s'est calmée et son teint s'est éclairci. Au cours des semaines suivantes,
Ses cheveux ont repoussé et son poids s'est stabilisé. Ses cycles sont revenus à la normale. Elle a dit qu'elle se sentait plus claire qu'elle ne l'avait été depuis des années. Elle qualifie aujourd'hui son bien-être de 6 sur 10, mais comparé au passé, cela ressemblait à un miracle. Elle partage son histoire pour que d'autres femmes sachent que si elles sentent que quelque chose ne va pas, elles doivent écouter leur corps. Avant de les retirer, ses symptômes étaient si extrêmes qu'elle avait souvent l'impression de lutter contre quelque chose de fatal. Elle souffrait de douleurs articulaires, de fuites intestinales, de brouillard cérébral, de fatigue surrénalienne, d'étourdissement et de faiblesse. À de nombreux moments, elle a ressenti le besoin d'aller à l'hôpital. Les symptômes lui ont rappelé ce jour terrifiant où elle a été empoisonnée par les gaz d'échappement à 2005. Ce souvenir l'a aidée à comprendre à quel point les implants l'avaient affectée. Son histoire montre à quel point l'IAIB peut être déroutante, parce qu'elle ressemble à beaucoup d'autres maladies. Elle a connu d'autres difficultés en décembre 2024, lorsqu'elle a été brûlée au Starbucks par de l'eau brûlante. Elle a publié les images en ligne montrant des cloques gonflées et une peau qui pèle sur sa cuisse. La douleur était vive et constante. Elle a posté des mises à jour tout au long des jours de guérison, montrant les bandages et la frustration de se remettre de quelque chose de si commun et pourtant si dangereux. Sa franchise a créé une conversation sur la sécurité et sur la facilité avec laquelle de tels accidents peuvent se produire. À la même époque, elle se rend à la clinique du docteur Daniel Hamon pour passer un scanner cérébral afin de vérifier si les années de course ont laissé des traces permanentes. Les scanners révèlent des signes de traumatisme. Elles ont montré comment le cerveau se déplace à l'intérieur du crâne lors d'un accident même avec un casque. Ces images l'ont choquée. Elles expliquent les trous de mémoire et les moments de brouillard qu'elle a parfois ressentis. Elle parle aujourd'hui de la santé du cerveau et tente d'aider les autres athlètes à comprendre ce qui arrive réellement au corps après des années d'impact.